Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le Doc et le Doc vous emmène dans une nouvelle consultation du 9e art. Et aujourd'hui j'ai essayé de parler de comics, mais un comics qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant et qui est toute une série d'ailleurs qui est terminée, qui est Lock and Key. Alors ça c'est l'édition simple, il y a plusieurs éditions qui sont sorties, il y avait une édition Omnibus, il y avait une édition en intégrale également qui reprend 2 tomes en petit format. Qui va se présenter ici. Et pourquoi vous parlez de Lock and Key dans cette consultation du 9e art, puisque c'est quand même un classique des comics, mais c'est ouvert aussi à beaucoup plus de monde, et c'est une très bonne porte ouverte pour découvrir du comics indépendant, de l'heroic fantasy également, de la fantasy avec un brin d'horreur. C'est vraiment quelque chose de très transversal, et ça a toute sa place dans le 9e art. Alors, Lock and Key. Lock and Key, c'est quand même une série adulée, multi-adulée, puisque de nombreux Eisner Awards ont récompensé cette très bonne série. Donc, écrite par Joe Hill qui est simplement le fils de Stephen King, mais au-delà d'être le fils de Stephen King, c'est surtout un très bon romancier, un très bon scénariste, et un très bon scénariste de fantasy, d'horreur, un peu comme l'est son père, dans la même lignée, mais avec plus peut-être un côté héroïque fantasy et fantasy un peu plus dark. Et puis Gabriel Rodriguez, le dessinateur chilien, qui impose sa patte et son style dans cette histoire, et ça on va le voir juste après. Mais revenons au début. Alors Lock and Key, qu'est-ce que c'est? C'est une famille qui va être totalement déchirée parce que le père va être tué par un adolescent voilà, lors d'un braquage, d'une fusillade. Et le reste de la famille, donc la mère et les 3 enfants, 2 garçons, une fille, vont partir à Lovecraft dans le Massachusetts. Et quand on s'appelle Lovecraft comme le fameux écrivain de Heroic Fantasy et un brin d'horreur également qui est ultra connu, H.P. Lovecraft, et bien quand l'île où vous installez s'appelle Lovecraft, et bien il se passe des choses, et il se passe des choses autour des clés qui vont débloquer certains pouvoirs selon le type de clé, et c'est là toute l'intrigue de savoir ce qui se passe dans cette maison, sur cette île, avec ces clés et avec différents acteurs qui vont venir dans cette histoire. C'est très prenant. C'est une histoire qui est très prenante. C'est également, au-delà d'être une série de comics, une série télévisée qui est sortie il y a quelques temps maintenant, que vous voyez s'afficher là. Alors, j'ai pas eu le plaisir de la regarder, mais j'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs, si vous trouvez que c'est une bonne adaptation ou pas. Je pense que je vais aller la voir après avoir lu ce Lock and Key. Alors ce Lock and Key, je me suis mis sur le tard. Je dois remercier d'ailleurs Anna de Pops Comics, qui m'a tanné pendant des années pour que je le lise et qui me disait mais tu vas voir c'est génial, et effectivement c'est une vraie tuerie. Là j'en suis au tome 5, donc j'ai pas tout fini, je vous le présente sans l'avoir fini, c'est pour vous dire à quel point je trouve que c'est une série incroyable même sans avoir été au bout, mais justement ça me permet de vous dire d'y aller, de commencer et de se lancer là-dedans, que ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce qui fait que ce Lock and Key est à part? Déjà le côté très réaliste pour un récit qui va être fantasy et qui va être beaucoup moins réaliste dans la suite, mais c'est un récit qui est très brutal d'entrée, très réaliste, puisqu'on se confronte finalement à l'Amérique des années 2000, puis même l'Amérique perdure, hein, notamment l'Amérique un peu plus profonde, entre guillemets, sans aucun jugement dans ce terme de profonde, mais de ce qui peut se passer en Amérique avec les armes à feu, la mort du père, comment tout peut basculer en un instant. Voilà, c'est très brutal, et ce qui est d'autant plus contrastant, c'est que vont être touchés tout de suite, c'est les adolescents de ce récit, de la famille, Tyler le plus grand, Kinsey la deuxième, et Bod le dernier. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va jouer sur les différents âges de ces personnages, Tyler étant devenu le père de famille par intérim après la mort du père, et donc ayant tout de suite une maturité à devoir acquérir alors qu'il a 17-18 ans et que voilà, c'est pas le moment. Kinsey qui est entre la phase de pré-ado et d'ado, et qui est la Avril Lavigne rebelle voilà, des années 2000, et qui est la rebelle de la famille, et puis Bod qui est
l'insouciance même de cette famille qui est beaucoup plus jeune, qui a moins de 10 ans, et qui représente vraiment le personnage le plus insouciant, et d'ailleurs celui que je préfère parce que il y a beaucoup de messages qui passent à travers lui, et c'est un personnage qui est ultra bien traité, même encore plus que la mère, Tyler ou Kinsey. Bod, c'est vraiment le personnage sur lequel on s'attache tout de suite, et qui fait qu'aussi le récit est aussi fort en termes de narration et de personnages. Donc les personnages sont très attachants, adolescents, mais en même temps avec la confrontation avec un monde qui est hyper brutal en face d'eux, et ils vont devenir matures bien plus rapidement qu'ils ne pensaient l'être. Et puis, toutes les histoires, bien évidemment, au fil du récit, qui deviennent de moins en moins réalistes, ou du moins qu'il y a toujours cette confrontation entre le fait d'avoir ces clés qui vont débloquer certaines choses. Par exemple, il y a un moment, il y a une clé qui permet d'ouvrir dans le cerveau et de retirer les mauvaises infos, ou au contraire de mettre des infos, ce qui est dans le contexte par exemple de quelqu'un qui va à l'école, de pouvoir rentrer tout un cours d'un seul coup, mais aussi de pouvoir retirer certaines émotions. Et par exemple, c'est Kinsey à un moment qui retire des émotions. Je vous laisserai découvrir plus en détail l'histoire, mais je trouve que ce moment est très symbolique d'une prise de maturité aussi, et d'une question beaucoup plus profonde et beaucoup plus symbolique que simplement dire « retire ses émotions pour retirer comme ça ». Non, c'est que qu'est-ce que ça fait quand on n'a plus d'émotions, quand on n'est plus touché par les choses, et quand on grandit trop vite finalement par rapport à ce qui devrait nous toucher dans l'adolescence, et ce qui devrait faire tous les chagrins d'amour, d'enfance par exemple, qui sont importants pour nous construire, et qui montrent que c'est un processus beaucoup plus long, beaucoup plus profond que de simplement retirer les émotions. Il y a des questions de symbolique et beaucoup plus philosophiques qui sont développées, qui sont très bien traitées, qui traitent très bien également de la société américaine. Alors, pas mal des années 2000, puisque c'est sorti dans les années 2000, mais finalement beaucoup de choses toujours d'actualité, sur les questions de rapport à l'homosexualité, au contexte ethnique aux États-Unis, aux armes, au rapport aux médias par exemple, à beaucoup de choses qui sont traitées, énormément de choses qui sont très très bien traitées, et toujours sur la ligne fine, sans être trop lourd et sans être trop subtil. C'est vraiment toujours dans un certain équilibre, et c'est ça qui fait que c'est plaisant. Et puis c'est soutenu par un dessin qui est particulier de Gabriel Rodriguez, ça on peut pas le nier, mais qui colle parfaitement à l'ambiance que veut donner Joe Hill, et vous m'entendrez souvent dire dans les vidéos que c'est un accord entre le scénariste et le dessinateur. Oui, mais c'est ce qui fait qu'un comics marche, c'est que le scénario est bon, le dessin est très bon, et souvent les deux marchent en osmose pour nous donner quelque chose de très réussi à la fin, et c'est pas pour rien qu'il y a eu plusieurs Eisner Awards qui sont quand même comme les Oscars pour les comics. Donc, plutôt que des mots, autant vous montrer le dessin de Gabriel Rodriguez. Et je trouve que ce dessin s'améliore là aussi de comics en comics. Donc voilà, là c'est un des détails avec la femme Dupuis, notamment, que vous apprendrez à découvrir, avec notamment Bod. Et la force du dessin de Gabriel Rodriguez, c'est que il y a quelque chose d'assez brut également dans son dessin, mais en même temps de très fin, qu'il arrive justement à manier cet équilibre entre les deux, et à nous faire passer des émotions. Il y a des visages qui sont assez incroyables, et puis il y a le personnage de la dame Dupuis qui va revenir de manière assez régulière derrière sous d'autres formes, notamment, je vous laisserai découvrir, qui je trouve est un personnage que Gabriel Rodriguez tient à merveille. Et puis il arrive à retranscrire aussi une époque, qui est le début des années 2000, qui correspond là aussi, moi, à ma période pré-ado puis ado, voire même plutôt ado et post-ado, mais qui correspond à quelque chose que j'ai connu, que j'aurais pu vivre. Donc moi je m'identifie beaucoup plus facilement aussi à l'histoire, et même aux couleurs et aux ambiances qui sont données par son dessin, qui font qu'on est totalement immergé dans cette histoire, et qu'on n'arrive pas à le décrocher, puisque voilà, vous lisez très rapidement les tomes, vous avez envie de savoir ce qui va se passer pour ces trois personnages, puisque même si on les voit souvent ensemble, ils vivent aussi, ils ont des personnalités très propres, qui sont très bien traitées, que ce soit sur le plan du dessin, sur le plan du scénario, et ça donne vraiment envie. Donc pour tout ça,
J'enfonce des portes ouvertes, puisque, encore une fois, quand on est primé avec de multiples Eisner Awards, on part sur quelque chose où on va pas trop se tromper, mais je pense que c'est même au-delà de ça, c'est un must-have que vous devez avoir lu pour toute personne qui adore la fantasy, l'horreur fantasy, voire l'heroic fantasy, qui aime les comics plus indépendants, un peu plus matures aussi. Et c'est quelque chose, quand je vous disais en préambule, qui est beaucoup plus large que simplement le comics. C'est pour ça que je vous le présente dans ce format-là. Et que je voulais vous présenter depuis X temps, et là, maintenant c'est un peu plus calme là, sur les comics qui sont sortis ces derniers temps, en tout cas pour ce que je lis, que ça se présentait super bien, et je suis très très heureux de vous le présenter, puisque pour moi c'est l'une des meilleures découvertes que j'ai fait dans les comics, et que je vous invite vraiment à lire. Ce que j'aime bien aussi dans le format là, de iComics, c'est qu'à la fin, ils reprennent le détail des clés, et voilà, on arrive à faire un résumé de toutes les clés qu'on a pu voir dans le récit. Pas qu'il y en ait énormément, mais que des fois on peut en oublier certaines, et je trouve que c'est assez sympa. Ça fait un peu comme si vous trouvez des anneaux de pouvoir, si vous trouvez des objets un peu à la Harry Potter, et qui vous donnent des pouvoirs en plus. Je trouve que cette quête et cette quête au trésor un peu, au sein de la maison, et tous les mystères que recèle cette maison, on a envie de les découvrir, on a envie d'être avec eux pour aller les découvrir. Donc après, sur ce qui est du format, moi je vous conseillerais plutôt celui-là. C'est pour ça que je suis parti sur ces formats un peu durs, puisque c'est pas forcément les plus beaux. Là, vous voyez la tranche, mais la tranche est en dur, tout est en dur, alors que les nouvelles éditions intégrales sont en format souple, et je trouve que ces formats souples, à la fin, notamment quand vous avez beaucoup de pages comme dans les intégrales, eh bien à la fin ça commence à s'abîmer, et moi j'aime moins. Alors c'est moins joli, parce que là, sur la tranche des intégrales, ça fait comme un ancien livre, et ça donne plus envie peut-être dans une collection, mais ça s'abîme moins, et je trouve que c'est très bien sous ce format-là. Très bon récit que je vous invite à découvrir, tant sur le plan de la narration que du dessin. Les deux fonctionnent totalement en osmose, avec des questions beaucoup plus profondes que simplement le fait d'avoir une histoire d'heroic fantasy qui se tient très bien, qui a plein d'intrigues, beaucoup de rebondissements, plein de personnages qui vont amener vraiment quelque chose auquel on s'identifie et qu'on arrive à identifier. Bref, un incontournable, un must-have si vous aimez les comics, mais aussi si vous aimez de manière plus large. Ça peut être une très bonne porte d'entrée également pour ceux qui font de la BT et qui voudraient commencer par des comics un peu plus indépendants pour se lancer dans ce nouveau monde. Bon bah voilà, je pense que je vous ai convaincu sur Lock and Key. Je vais revenir peut-être ce week-end, peut-être début de semaine prochaine, avec Comics et vous. Il y a pas mal de choses qui vont sortir en cette fin de mois, notamment je crois vendredi, chez DC Comics, donc on risque de se revoir tout de suite. Et puis voilà, le mois de février va être pas mal intense. Là il y a beaucoup de dédicaces qui reviennent, il y a le Festival d'Angoulême, alors je peux pas y aller, mais le Festival d'Angoulême nous permet d'avoir par ricochet certains artistes, notamment à Paris. Et donc là il y a quelques dédicaces qui sont bien sympas. Si vous ne les avez pas vues, il y a Mirka Andolfo qui passe à Album Comics, il y a notamment Romita Junior, Monsieur Romita Junior, à Pulps. Donc voilà, des sacrés noms qui viennent nous rendre visite, et ça c'est cool. Donc j'espère que je vais en croiser certains de vous là-bas. Et puis on se dit à très vite, et en attendant, vous savez quoi, portez-vous bien. Allez, salut. Viens voir le docteur.